Bonsoir. Le micro fonctionne. Donc nous allons entamer la troisième conférence de cet après-midi, donc dédiée au sujet de la sobriété, comment la rendre désirable et durable, donc qui nous a animés toute cet après-midi, avec un premier sujet sur le vivant, un deuxième sur la partie vraiment désirabilité, et là une nouvelle question qu'on va se poser, donc c'est la dernière ligne de cette slide, c'est est-ce que la redirection écologique est une approche, une piste, une voie nécessaire, voire obligatoire pour une sobriété pérenne et acceptée. Et donc, pour ne pas rester dans un concept qui serait trop flou, on a décidé d'aborder cette question autour de 3 exemples, dont l'exemple de la rue commune, que Vincent Côté de l'agence Richesse Associés nous présentera, et 2 exemples de quartiers qui sont des approches, des réflexions que nous avons sur ces sujets qui seront présentés par Hervé Moal et Arnaud Noyas. Pourquoi ce sujet de la sobriété? Donc, voilà, donc on en a déjà parlé aux 2 premières conférences. Pour ceux qui y ont été déjà là, je suis désolée des répétitions. Notre préoccupation pour nous, elle est de savoir pourquoi et comment on fait de la sobriété un projet commun et mobilisateur. Ça nous paraît essentiel pour arriver à nos fins. Quel levier on peut actionner? Donc on a parlé du levier du vivant, du levier de l'architecture, de comment bien comprendre par l'arrivée du sociologue tout à l'heure. Et maintenant, on va avoir encore d'autres leviers qui vont être présentés. Et comment passer de l'incrémental au structurel. Et c'est un peu l'objet de cette dernière conférence. Donc cette conférence, elle s'intitule « La redirection écologique, une approche pour une sobriété pérenne et acceptée ». Et donc j'ai le plaisir, donc je me présente, je suis Gwenaëlle Chaboulet, DGA d'Arpastrans. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc Vincent Côté, paysagiste urbaniste associé chez Richesse Associés. Hervé Moal, qui traite de la prospective chez Arpastrans, et Arnaud Noyas, directeur d'Astrans pour Mobilier responsable d'Arpastrans. Je vais dire quelques mots sur la société qui en fait vous accueille aujourd'hui, donc Arpastrans. Et après, je céderai la parole assez vite, après avoir donné quelques propos sur ce sujet de la redirection écologique à mes 3 camarades de conférence. Donc notre raison d'être, c'est créer ensemble un immobilier et des villes à impact positif. Donc j'ai dit tout à l'heure des projets mobilisateurs, des projets communs. Donc le ensemble est très important pour nous. Ça a été un mot sur lequel on s'est arrêté pour créer cette raison d'être. Et des villes et un immobilier à un impact positif. Vous voyez, je dis des villes et un immobilier, alors que c'est écrit un immobilier et des villes, parce que là aussi, ça a fait l'objet de débats. Voilà. Est-ce qu'on doit parler d'abord des villes, après de l'immobilier? Ce qu'on sait, c'est que l'un et l'autre sont très imbriqués. Et ce qu'on veut aussi, c'est qu'au-delà de la limitation des impacts négatifs, qui est un peu notre trajectoire depuis un certain nombre, pour ceux d'entre nous qui travaillent dans le développement durable depuis longtemps, ça ne va pas suffire et que, ne serait-ce que pour ne pas avoir des raisonnements qui soient trop dans des aspects négatifs, avoir des impacts positifs, c'est possible et c'est nécessaire par l'immobilier. Nous sommes certifiés Bicorp depuis 2017 et donc on voit bien que c'est ancré chez nous depuis un moment, ce sujet du handprint et du footprint. Donc notre équipe, elle se mobilise sur le rééquilibrage du vivant. Pour ceux qui n'étaient pas là à la première conférence, vous pourrez les revoir en replay sur le site du CIMI ou sur notre site internet. Donc la question a été abordée de comment le vivant doit être un allié pour la sobriété. Le deuxième sujet sur lequel notre équipe se mobilise, c'est concrétiser l'évolution des modes de vie par l'immobilier. Donc ce sera un peu une question qui sera abordée, je crois, tout à l'heure par nos 3 intervenants. Et enfin, agir pour la redirection écologique du secteur immobilier. Et c'est pourquoi je vais passer quelques minutes à vous expliquer ce sujet. Voilà, donc on accompagne toute la filière de l'immobilier, de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre de projets, qui passe par l'ingénierie environnementale, l'aménagement des espaces intérieurs, la programmation, les due diligence et les audits. Aujourd'hui, on a besoin de savoir où est notre patrimoine et ce qu'on va pouvoir en faire pour que ce soit conforme aux limites planétaires. On a une réponse globale portée par 4 métiers, on est 100 personnes aujourd'hui. On est basé à Lyon, bientôt aussi à Paris, c'est une question de jour maintenant. Et puis on regroupe des personnes de multiples horizons qui apportent une variété de perspectives sur les projets, je pense, qui apportent de la richesse et pour nous et pour les autres. Voilà, et on travaille pour la rénovation, la requalification de friches, évidemment des sujets importants aujourd'hui. La construction neuve, aménagement, les espaces végétalisés et l'exploitation des patrimoines. Donc j'en arrive à la question de cette dernière conférence, qui est la sobriété, donc un indispensable aujourd'hui et pour notre futur, qui va être la première prise de parole que je vais faire. Donc pourquoi ce sujet de la sobriété? Donc on est nombreux à prendre la parole sur cette question, d'ailleurs au CIMI et de manière générale. Parfois cette question elle est un peu
masquée par une autre qui est celui de la décarbonation. Et pour nous, la sobriété n'est pas que le sujet de la décarbonation. La sobriété, elle va au-delà du sujet du carbone et de l'énergie. Et c'est une sobriété qui doit nous permettre de travailler dans nos limites planétaires. Et aujourd'hui, il y a 6 limites planétaires qui sont dépassées. Et donc, ne parler que du sujet de l'énergie ou que du sujet du carbone nous paraît insuffisant pour ne pas produire un énorme arbre, traiter cet arbre, mais avoir une forêt qui est derrière et une forêt de problèmes. Donc la sobriété paraît pour nous une voie, et je pense qu'on est assez nombreux à le croire, qui est nécessaire. D'ailleurs, toutes les études qui ont été réalisées sur les avenirs de l'immobilier, sur Imaginons les bâtiments demain, que nous avons financé auprès de l'ADEME et du CSTB, vous avez les différents logos des différentes sociétés ou organismes qui ont fait des études sur les 2 dernières années. Tout arrive un peu à un constat que sans sobriété, on n'arrivera pas à mettre en œuvre le projet qui nous permettrait d'atteindre un avenir pérenne et durable. Et pourquoi? C'est parce que la technologie va nous permettre de faire beaucoup de choses, mais le défi technologique, il est aussi assez incertain. Il va nous permettre de répondre à une partie de la question, mais sans doute pas toute la question. Et aussi parce que la pente jusqu'à 2030, si je ne prends que le carbone cette fois, je m'en veux un peu, mais je suis obligée de le faire. La pente pour 2030, elle a une certaine pente, et la pente en 2030 et 2050 est encore plus raide. Et donc, arriver à faire cette deuxième phase, va être une deuxième phase qui va être encore plus compliquée. Et donc, il s'agit d'être tout de suite sobre, parce que ça nous permettra de réduire la pression sur les ressources tout de suite. Et tout ce qu'on n'aimait pas ou tout ce qu'on n'a pas besoin de consommer, c'est autant de choses qui nous aidera si le défi technologique peut répondre à la question. Je ne vais pas m'attarder sur cette slide parce que Arnaud en parlera tout à l'heure. Donc je crois qu'il faut qu'on gagne du temps parce qu'on a beaucoup de slides et beaucoup de thèmes intéressants. Donc un des enjeux, c'est de passer de 11,5 ou 12 à 2 tonnes de CO2 par an. Donc on a 2 façons de faire ça. Et donc ça, c'est 2 tonnes, ça ne fait pas 0, donc ça ne fait pas forcément de la neutralité. Donc c'est 2 choses. C'est il faut baisser, donc diviser par 5 ou 6 cet objectif de tonnes d'équivalent CO2 par an. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut stocker davantage. Donc le projet, il est bien là de faire 2 choses. C'est de baisser drastiquement et de stocker davantage dans nos territoires. Et ceci, donc, pour toutes les limites planétaires, comme je l'évoquais. Et dans le respect des ODD, c'était un peu l'objet de la conférence d'avant. Donc là aussi, le replay sera sur notre site et sur le site du CIMI. Et donc, on a bien vu tout à l'heure que si on ne traite pas les sujets sociétaux et sociaux, si on ne traite pas la problématique de la santé des habitants, de l'habitabilité de ce monde, on ne risque pas d'arriver à quelque chose qui soit accepté, où on n'aura plus de problèmes environnementaux, mais on aura d'autres problèmes tellement graves que finalement l'environnement, ce ne sera peut-être pas si grave. Voilà. Donc la redirection écologique, dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un concept qui est travaillé, qui en fait pose la question de comment on transforme notre société, les entreprises, pourquoi pas nous-mêmes, certains se posent cette question en tout cas, de notre société pour rester dans les limites planétaires. Et donc notre question, est-ce que c'est une piste, est-ce que c'est une obligation? Donc on n'a pas complètement répondu à cette question. Peut-être qu'on pourra à la fin faire un tour de table pour savoir qui pense que c'est une piste, qui pense que c'est une obligation. En tout cas, pourquoi on se pose cette question? C'est qu'on pense que les changements ne peuvent pas être qu'incrémentaux. C'est-à-dire qu'à force de plans de sobriété, qu'ils soient sur l'énergie, sur le carbone, etc., on risque de s'essouffler et de ne pas y arriver, et que c'est un changement plus structurel qui sera nécessaire. Et ce structurel ne veut pas dire rapide ou violent ou brutal. Il veut dire en revanche qu'il faut s'y préparer pour pouvoir faire les virages qui seront nécessaires. La deuxième chose, c'est qu'on a une complexité inhérente à la somme des projets à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs ambitieux de sobriété. Et donc traiter cette somme de projets, ça ne peut pas là aussi être une somme de petits cubes qu'on met les uns après les autres, à côté des autres, parce qu'en plus généralement il y a des co-bénéfices, où il y a des impacts collatéraux d'un des projets sur l'autre. Enfin, il y a des désaccords et des difficultés de changement qui vont être source de conflits. Donc la question de la redirection écologique, c'est un peu c'est quoi le projet commun de demain? Et donc on a besoin de ce projet commun de demain, sinon on n'y arrivera pas. Je prends un petit peu votre mot de la rue commune en disant le commun, mais je pense que c'est important le commun. C'est une question et un projet politique, et c'est la nécessité de trouver des solutions qui soient pérennes. On a le droit au test and learn, on le dit depuis des années, nous-mêmes on y croit, mais malgré tout, à un moment, il faut trouver des solutions qui soient pérennes ou des méthodes qui soient pérennes. Donc de quoi on a besoin dans tout ça? On a besoin de démarches qui définissent des objectifs. Donc là, on a besoin de créer des outils, de créer des méthodes, de créer des démarches, des méthodologies. On a un accord sur les objectifs et les processus de discussion et de consensus qui doit se faire.
Et on ne pense pas que cet accord soit encore complètement réalisé, que ce soit à l'échelle des projets, des entreprises, de la société, des villes, des territoires, des collectivités, des intercommunalités. On a besoin d'un accord sur un projet politique, de créer des nouvelles gouvernances. Donc c'est un sujet auquel on se frotte assez régulièrement dès lors qu'on fait des projets qui ne sont pas exactement la copie de celui qu'on a fait avant. Et on a besoin de redéfinir des modalités de partage de la création de valeur, puisque les projets qui sont des projets qui sont plus sobres ou qui visent à renaturer, ou etc., n'ont pas la même valeur. Et puis on a des biais cognitifs quand on prend des décisions dans les comités d'investissement. C'est que forcément, malgré tout, aujourd'hui, on tourne sur les mêmes prises de décision parce qu'on a les mêmes leviers qui s'activent dans notre cerveau. Donc on a besoin d'autres modalités de partage de la création de valeur, et tout ça se fait avec forcément un projet qui est un peu collectif ou de mise en synergie de plusieurs acteurs pour avoir une forme d'adhésion et de projet commun. Donc il y a 2 questions fondatrices dans la redirection écologique. Je parle beaucoup trop, je sais. Je vais bientôt avoir les gros yeux à gauche. Il y a la question de l'héritage. C'est comment on fait évoluer les infrastructures et les systèmes qui existent et qui sont en contradiction avec les limites planétaires, ou la fermeture. Donc la question de l'héritage, elle est au cœur, je crois, de l'immobilier aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de recyclage urbain, on parle beaucoup de rénovation. Donc je crois que là, on a une belle matière à travailler. En plus, c'est des projets qui sont assez inspirants. Et en revanche, on a d'autres questions, qui est-ce qu'on va devoir renoncer ou pas à des activités qui sont en opposition avec les limites planétaires. Donc là, je vous donne juste un exemple. C'est un exemple sur lequel un projet sur lequel on travaille, qui est au Luxembourg, qui est à Routelance, qui est un superbe site avec 5 bâtiments patrimoniaux qui vont connaître une deuxième vie, où les acteurs du projet se sont donné pour mission de faire un trait d'union entre le passé et le futur sur cette active qui va être multifonctionnelle, qui va devenir un quartier assez emblématique de cette ville de Esch. On a aussi les questions de fermeture. Et donc là, vous avez des petits fantômes sur des skis. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le ski ici. Probablement que ça coûte un peu à la planète de faire du ski aujourd'hui, et ça en coûtera beaucoup demain. Donc la question pour nous, c'est est-ce qu'il y a d'autres domaines skiables dans l'immobilier? Il y en a probablement. Donc est-ce qu'ils sont dans des zones qui existent ou qui n'existent pas encore et qu'on est en train de produire? C'est un peu le risque qu'on a. Il ne faut pas qu'on produise ce qui sera de domaines skiables qui seront dès 2070, 80 ou 2100 eux-mêmes des objets de fermeture. Voilà. Donc j'en arrive à donner la parole à cette table ronde qui rejoint qui réunit Vincent, Hervé et Arnaud pour qu'ils nous parlent de la création de rues communes. Donc je vais céder tout de suite la parole à Vincent Côté. Deuxième sujet, la transformation des ZAC en quartier du quart d'heure. Je céderai la parole à Hervé Moal. Et enfin, l'avènement de quartiers existants bas carbone. Et je céderai la parole à Arnaud Noyas. Donc je vous invite à me rejoindre. Je vous cède cet objet pour que vous puissiez nous présenter. Alors, merci de l'invitation. Je suis Vincent Côté, je suis un des associés de l'agence Richer Associés. Je suis paysagiste de formation et urbaniste. Et donc, on a beaucoup de choses qui nous réunissent avec Arpastrans, parce que tout ce que Gwenaëlle vous a montré, on a aussi la conviction que pour réussir cette transition, dans cette 2030-2050, il faut hybrider les sujets et il n'y a pas une réponse unique, il y a plusieurs réponses. Voilà. Quand elle nous a invité à venir à cette table ronde, elle nous a parlé de sobriété, un des indispensables. Nous, on est convaincus que c'est l'indispensable, cette sobriété, parce que pour passer de 11 tonnes à 2 tonnes, il va falloir de toute façon être véritablement dans une vraie sobriété. Et là-dessus, on a une autre conviction, c'est qu'il faut le faire avec l'usager. Il faut le faire avec l'humain, les vivants, mais surtout avec l'humain, parce que c'est avec eux que ça va se... Alors, la rue commune, c'est un projet qui est né d'une... qu'on a gagné avec... c'est donc un appel à projet qu'a lancé l'ADEME, qui pose une... Il faut se mettre plus proche, voilà. Qui dit des méthodes, ou en tout cas des théories pour fabriquer la transition énergétique, environnementale, il y en a plein, mais il n'y a pas de méthode. Ou en tout cas que la méthode, elle n'est pas organisée de façon à être partagée, partageable par les territoires et évolutive. Et donc,
dans cet appel à projet, on a répondu avec Léonard, qui est la plateforme prospective de Vinci, et avec Franck Boutet et ses équipes, en posant, nous, un sujet, en se disant, dans la transition qui s'ouvre à nous, il y a un espace, il y a un vide, qui est finalement le lieu où se rencontrent les citoyens, des individus qui redeviennent citoyens quand ils sortent de chez eux, c'est la rue. Dans cet espace, ce vide, on s'est beaucoup occupé du bâti, mais on s'est peu occupé de celui-ci, et celui-ci est délaissé. Alors, qu'est-ce que c'est une rue commune? C'est d'abord petite immersion. C'est d'abord un espace où il y a 20 millions à peu près de personnes qui y vivent, c'est peut-être un peu plus, dans une vingtaine de métropoles en France, peut-être aussi un peu plus. Et on se pose la question dans ces rues qui sont et qu'on retrouve un peu partout en France, finalement totalement fonctionnelles, avec un espace totalement imperméabilisé, qui sont des véritables îlots de chaleur où on fait que stocker des voitures, avec des trottoirs qui sont globalement totalement insuffisants pour expliquer aux gens qu'il va falloir qu'ils marchent demain. C'est un lieu qui représente un potentiel considérable, on va y revenir, pour recréer les conditions d'une nouvelle ou d'un nouvel espace ou d'une nouvelle trame d'espace public dans les villes. Bon an, mal an, l'ensemble de ces rues, si on les transforme, si en tout cas on transforme la ville à partir de là, on peut se dire qu'on arrive assez, et ça pose de suite la question, et si derrière on peut faire une qualité urbaine en plus d'une qualité écologique, parce que cette transition environnementale pourrait nous permettre de faire ça, si en plus simplement de la fonction, eh ben, on pouvait y mettre d'autres usages, si en plus on pouvait créer autre chose qu'un permis de la route, mais aussi un permis de rue, pour aussi permettre d'y jouer, de retrouver un espace éphémère ou tout simplement pédaler en toute sérénité. Si aussi on pouvait imaginer que les usagers fabriquent et pensent le changement, et si derrière on pouvait imaginer de faire converger le projet politique et les projets privés. Donc on est parti de ça, avec cette idée, est-ce que si on transformait les rues ordinaires en rues communes apaisées, désirables, on pouvait fabriquer un des enjeux, répondre à un des enjeux de la ville du XXIe siècle. La question qu'on a posée, on a fait en fait tout simplement notre dossier à l'ADEME, et c'était comment la transformation de la rue peut-elle contribuer à répondre à la résilience climatique. On a répondu à cet appel à projet. Cet appel au projet, il dit deux choses. Il dit fournissez-nous une méthodologie en open data, façon Wikipédia, partageable par tous les territoires, et en même temps, créer une communauté autour de vous. Parce qu'on a l'intuition qu'il faut partager pour trouver la solution, mettre en commun et partager. Alors, on a fait une communauté qui, au début, elle a commencé avec Léonard et Pierriche Associés, puis on y a associé Franck Boutet, puis l'ADEME et un certain nombre d'entités, des experts, des sociétés privées, alors dedans, il y a aussi des territoires, évidemment. Il y a la ville de Marseille, il y a Strasbourg, voilà, elles sont toutes là. Et puis, on a fabriqué un travail d'atelier, avec un travail d'abord qui part d'un constat, et le but, c'était de partager un constat. Globalement, le changement climatique, c'est une donnée d'entrée, elle est là. Et il y a deux données, ça va être plus long, plus fréquent, et notamment, on va avoir des fortes chaleurs qui vont augmenter. Et donc, je ne vous fais pas de revue de presse, mais on pourrait en faire pendant des heures, avec derrière des événements qui deviennent exceptionnels. Et là, de suite, il y a quelque chose qui nous intéresse, c'est que quand on voit les images qui apparaissent dans les villes, d'un seul coup, l'image des villes se transforme. Et là, il y a des gens qui commencent à se dire, mais est-ce que c'est bien d'habiter en ville? Et nous, à partir de là, on s'est dit, mais ok, il y a ces événements, mais il y a aussi la ville, on a envie de faire aimer la ville. On a envie de refabriquer les conditions d'un lien social. Et donc là, c'est des images pendant le Covid où on a redécouvert nos villes. On les a redécouvertes en marchant. On les a redécouvertes en repensant l'occupation. On se les a appropriées 10 fois différemment. Et aussi, quand on regarde un peu plus large, il y a cette envie dans les villes d'y participer, de faire quelque chose avec cette envie de nature qui s'y colle. On a cette nécessité d'installer des mobilités, et en plus peu énergivores et décarbonés.
Et donc, pour ce faire et de ces premiers constats, avec Léonard et Franck Boutet, on a lancé une consultation citoyenne. Alors, sur le coup, on était, nous, habitués à faire ce genre de choses de manière un peu archaïque. Et là, Léonard nous dit, il y a un truc qui s'appelle make.org, où en fait, vous posez une question sur Internet, qu'on a fait pendant 3-4 mois, et Make vient nous voir, on lui explique, pose la question, et au bout de quelques jours, quelques semaines, nous dit ça monte et votre question devient extrêmement pertinente. Donc ça a été la première consultation de grande ampleur sur les enjeux de la rue et de la future des villes, dans lequel on a eu 783 propositions, 25 000 participants, 200 000 votes. Des gens de toute la France, de tout horizon, alors en plus on peut le savoir, de tout âge, et là aussi ce n'est pas que des personnes d'une catégorie, qui ont répondu à ça, qui ont répondu à la question « Comment pouvons-nous transformer les rues des grandes villes pour faire face au XXIe siècle ?» Donc nous, on avait fait notre constat et on est vite arrivé à 8 axes de réflexion des citoyens qu'on ne connaît pas, mais voilà, ils étaient très nombreux, qui tournaient à la fois sur de la mobilité, à la fois de l'usage et de l'écologie. Et on voyait que c'était assez équilibré. Et en fait, sur les 780 réponses, dans les propositions, on avait à la fois des sujets qui étaient plébiscités et puis des sujets controversés. Et c'est là où on a vu que la ville, dans sa manière de réfléchir le projet politique, il fallait associer le plébiscité et le controversé. Et ce n'était pas le « en même temps », mais c'était on étudie un sujet, puis un autre sujet, et puis on compare. Alors de là est né, de ce constat et de cette grande consultation, on a continué à travailler notre rue commune avec le regard citoyen qui nous avait été offert. D'abord, parce que là, on a ce gisement d'espace au cœur des métropoles, où il s'agit de changer les règles d'occupation pour se réapproprier la rue autrement. Dans toutes les manières d'organiser les choses, on s'est vite vu que les citoyens voulaient libérer les règles et qu'on leur offre la possibilité de maîtriser l'usage avec derrière une envie d'apporter leur expertise. C'était très clair dans les propositions. Ça invite de suite le politique de faire confiance à ce jeu d'acteurs pour organiser la transition, la transformation. Et donc on le voit dans toutes les réponses, l'idée c'est de cohabiter. C'est à la fois ce vélo qui cohabite avec la terrasse, qui va cohabiter avec un certain nombre de choses. Et puis derrière, quand on regarde précisément où est-ce que cette rue commune elle est possible, on a scanné 5, mais on en a scanné plus, que ça soit Lyon, Lille, Marseille, Paris. Lyon, vous avez 540 km de rues communes, Lille, pareil, 185, 1000 km, 4000 à Paris, qui sont dans un tissu urbain, avec un réseau en commun structurant, avec les services dans le quart d'heure, et qui sont éligibles à cette transformation. Et donc, au regard de ce potentiel de considération énorme, on s'est dit qu'il fallait mettre en place une démarche qui soit ouverte et participative, avec l'ensemble des thèmes qui nous avaient été tout simplement abordés et qui avaient été soulevés par les citoyens, et que de ces thèmes, autour de l'écologie, de la mobilité et de l'usage, on avait une capacité de proposer une grille de lecture, une manière de regarder, non pas d'opposer, mais de combiner des possibles, et surtout en pondérant tout ce système. On en arrive à l'idée que cette méthodologie, si on place l'usager, l'acteur citoyen au cœur du système, il faut lui donner 5 objectifs. Le premier, c'est que l'espace soit commun, flexible, évolutif, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un support complet, sans fonction. La voiture peut pénétrer, l'ensemble des moyens motorisés peuvent pénétrer, mais avec une forte priorité aux piétons. Donc ce n'est pas piétonnisé, mais c'est totalement partagé. Que derrière, il faut recréer les conditions d'une installation d'une biodiversité, avec l'idée que l'espace concret va abaisser la température et va répondre à des véritables enjeux d'îlots de chaleur en point donné, avec une boussole scientifique qui nous permettra d'évaluer ça, que ça permet évidemment de rafraîchir avec les arbres, et puis surtout de créer les conditions d'une désimperméabilisation de tous ces espaces
pour rendre l'eau dans le cycle naturel. 5 principes, donc un sol en continuité de nivellement, on enlève l'ensemble des bordures, on a un arrêt conditionné de la motorisation, mais on supprime la totalité du stationnement, largement perméable, avec cette végétation qui est clairement plus une variable d'ajustement, mais qui est structurante pour apporter un vrai service bioclimatique dans l'espace de fraîcheur continue. Et à partir de là, l'idée, c'est de définir une nouvelle réglementation de la rue pour que les usages alternatifs soient possibles. Donc à partir de ces objectifs et de ces principes, ça ne marche que si ces conceptions, elles sont ensemble. À la fois les décideurs politiques, ils ont été élus pour ça, les gestionnaires, les concepteurs et les habitants et les non-habitants. Il y a plusieurs étapes. D'abord, c'est d'organiser par un diagnostic toutes les solutions techniques. C'est ensuite de créer les conditions et le temps de l'expérimentation. On est convaincu que le but, ce n'est pas d'imposer, mais de tester pour ensuite mettre en œuvre et puis déployer. Et puis à partir de ce déploiement, de commencer à installer derrière, à l'échelle de la rue et au-delà, un dispositif qui va contaminer l'ensemble du réseau de rues, d'abord à l'échelle des croisements, à l'échelle des espaces périphériques, et l'objectif étant d'aller à l'échelle d'un réseau de rues communes. Celui-ci n'est pas du tout, il devient complémentaire des grands axes, des grandes avenues, où on massifie les déplacements. Il devient un espace de lenteur dans lequel s'installent ces nouvelles activités, ces nouvelles appropriations. Donc c'est un cycle dans la démarche là où derrière on a une intuition, c'est que c'est d'abord le faire ensemble, c'est de concevoir avec l'habitant, le non-habitant, et de le replacer dans le projet citoyen. Il y a une deuxième intuition, c'est qu'il faut qu'il le vive. Il faut qu'il réapprenne à aimer sa rue, sa ville, tout simplement, et puis qu'en le vivant, il va se l'approprier pour que derrière, il puisse lui-même être l'ambassadeur du système. En guise un peu de conclusion, au bout d'un an, ça a duré un an cette démarche méthodologique, on est en train de finaliser le guide qu'on va livrer en janvier à l'ADEME. On a cette conviction qui est maintenant à peu près arrêtée, c'est que on est typiquement dans cette méthodologie qui est nécessaire dans le processus de transition dans lequel on rentre, où il faut renouveler la participation citoyenne. Il faut la réinventer. Il faut réajuster la place de la voiture et de la motorisation, parce qu'elle va rester. Mais on n'est pas à supprimer ou à amplifier, on est à réajuster. Et l'objectif, c'est qu'on compense, on crée les conditions d'un dispositif ouvert à la vie riveraine, qui va accueillir aussi cette lenteur, cette douceur des mobilités, de réapprendre à marcher. Et l'objectif derrière, qui est clairement scientifique, c'est de répondre à l'élévation des températures, notamment en rafraîchissant pour faire ces villes. Voilà. Parfait. Bravo. Oui, on m'entend? Oui, c'est bon. Je suis personnellement très content d'avoir pu organiser cette présentation, parce que je pense que nos exemples que nous allons faire après avec Arnaud sont des illustrations faites, mais de cette démarche. Qu'il existe des solutions par rapport aux problèmes d'évolution qu'on doit faire, et que deuxièmement, ça nécessite de mettre en place des processus, puisque même derrière ce qui est évoqué, on peut se poser des questions des organisations qui gèrent ces rues, des structurations de gens qui organisent ce dialogue, etc. Donc on voit bien aussi que même dans l'organisation des départements des villes, on peut avoir à terme des changements qui appuieraient ces transformations. Alors, deuxième sujet qui indique une possibilité et une faisabilité de transformation de la ville pour répondre à la question de la redirection écologique et des limites planétaires. Donc nous avons plus modestement organisé un groupe de travail interne que nous avons décidé d'ouvrir. Nous avions fait un groupe de travail l'année dernière sur est-ce qu'on pouvait arrêter de construire en Île-de-France. Mais cette année, donc, nous avons fait un groupe de travail que nous avons décidé d'ouvrir sur la question suivante: comment les zones d'activité commerciale peuvent devenir des futurs quartiers du quart d'heure.
La question était liée au fait, c'est qu'en termes de redirection écologique, soyons clairs, les zones d'activité commerciale sont des non-sens, puisque ce sont des endroits où on doit aller en voiture, complètement artificialisés, où on consomme, et donc par rapport à tous les prérequis de la redirection écologique, tout est faux. Je puis me permettre sur ce sujet. Et donc, mais en même temps, c'est un héritage. Nous avons hérité de ces zones d'activité commerciale, et donc comment on peut les transformer. Et donc avec Arte Charpentier, avec None, avec le professeur Gagné, je signale aussi, j'évoque plus particulièrement Sophia et Alexis, qui sont deux doctorants qui travaillent avec le professeur Gagné sur ces questions d'évolution de zones d'activité commerciale. Nous avons pendant 6 mois regardé s'il était pertinent ou non et comment de transformer ces zones d'activité commerciale en futur quartier du quart d'heure. Alors nous avons été rattrapés par l'actualité. Donc vous avez vu que même hier, il y avait une annonce sur le sujet, puisque la Caisse des dépôts logement a signé un partenariat avec Frey, justement sur l'implémentation et la transformation de ces zones d'activité par l'implémentation de logements dans les entrées de ville. Donc au fur et à mesure de l'avancée du projet, nous étions rattrapés. Alors même si le projet entrée de ville n'a pas tout à fait les financements qui étaient évoqués au mois de juin, on voit que la tendance se fait. Alors pourquoi cette question-là? Tout d'abord, c'est un enjeu quantitatif majeur. Il y a rapidement 800... j'ai oublié d'enclencher mon truc. Oui, je risque. On a 800 centres commerciaux, on a 500 retail parks, donc on est à plus de 1200, sachant que ces 1200, 1300 n'intègrent pas complètement toutes les zones d'activité commerciale. On a une surface qui est majeure, donc je voulais vous retenir, c'est qu'il y a autant de surface en zone d'activité commerciale que de friches urbaines en Île-de-France. Grosso modo, on est autour de 3000 hectares si on considère... Alors, il n'y a pas de vrais chiffres, il y a plein de chiffres, etc. Mais grosso modo, on a 3000 hectares en Île-de-France sur les zones d'activité commerciale et le potentiel actuellement des friches industrielles est de 4200 hectares. Donc on voit que les zones d'activité commerciale, on voit bien qu'actuellement, les friches industrielles seront la moyenne de traiter le ZAN en Île-de-France. Et dans une deuxième étape, les zones d'activité commerciale seront un moyen de traiter le ZAN en Île-de-France, donc pour montrer l'importance. Et puis je dirais que c'est plus, parce que c'est aussi ce qui est très intéressant dans la présentation précédente des faits, c'est qu'il faut qu'on change notre regard, notre façon de vivre. Les théoriciens de la redirection écologique diraient notre cosmologie, notre façon dont on imagine le cosmos, et en particulier les ZAG, c'est vraiment la ZAG, les centres commerciaux, c'est en plein dans notre cosmologie de la consommation. On voit bien avec plusieurs états de monde que, à la fois, nous nous définissons socialement en termes de représentation, en termes de différenciation, principalement de plus en plus du fait de la perdition des religions par les consommations que nous faites et par le type de consommation. Et de facto, parce que j'habite en partie en Bretagne, ces zones sont des zones de vie, sont les vraies zones de vie. Dans les petites villes bretonnes, c'est plus le centre commercial qui est la zone de vie. C'est plus le centre-ville qui est la zone de vie. C'est le centre commercial qui est les zones sur lesquelles les gens passent par samedi 2, 3, 4 heures, se rencontrent, lient des amitiés, etc. Donc on a véritablement un objet qui est un objet symbolique de notre situation actuelle. Alors, au-delà du fait de dire qu'on va faire de la vertu, c'est un peu le problème des écologues, quelles sont les raisons de fond qui font que ces actes vont devoir changer? Première raison, c'est l'évolution du commerce. Je pense qu'on est à l'orée de la digitalisation du commerce. Je ne sais pas si vous voyez, les agences de voyage sont en train de disparaître, les banques sont en train de disparaître, donc c'est des vecteurs qui sont très changés. Et nous estimons qu'il y a entre 30 à 45% des surfaces de commerce qui ne seront plus nécessaires dans le futur. On en est au début du processus, ça va s'enclencher sur ce sujet. Alors une partie sera remplacée par des zones de logistique pour assurer les livraisons, mais les cinémas vont disparaître, voilà, ils vont être remplacés par du Netflix. Alors, naturellement, dans toutes ces idées, c'est comme le disque. Le streaming domine, il y a toujours des gens qui achètent du vinyle, il y aura toujours des gens qui iront au cinéma. Mais grosso modo, la consommation de cinéma se fera par Netflix et ne se fera pas par le cinéma. Deuxième chose, on a trop de zones commerciale en France. Je vois rapidement l'Île-de-France, on connaît de zones commerciales qui n'arrivent pas à se remplir ou qui sont en train de dépérir. Donc on a créé trop de zones, ce qui fait que d'ailleurs la loi est passée parce que on est d'accord sur ce sujet.
Dernier point, il faut naturellement que les modes de vie changent, c'est-à-dire que les modes de vie des personnes doivent s'adapter aux limites planétaires, donc en particulier la mobilité. Le fait de prendre sa voiture à essence pour aller en course va de plus en plus devenir intolérable. Donc il faut trouver des nouveaux moyens d'assurer ou de permettre aux gens d'avoir des modes de vie. Et puis les villes, à la fois ont découvert que le commerce est stratégique pour leur mission d'être. Donc toutes ces actions cœur de ville traduisent aussi le fait que la fonction de commerce est une fonction majeure pour la ville. Et il y a la nécessité donc de réfléchir comment on repositionne dans le tissu urbain le commerce. Et par certains côtés, je prends toujours mon exemple de la Bretagne, le vrai centre-ville des villes bretonnes, c'est les zones d'activité commerciale. Alors il y a tout un problème politique de faire. Actuellement, les centres-villes des villes bretonnes sont dans les zones d'activité commerciale. Et puis, il y a la question de la ZAN, qui, malgré le fait qu'on en discute, finalement s'applique assez facilement pour le moment. Et il y a vraiment des réflexions actuellement de réduction de l'occupation. Donc, les raisons qui font qu'on doit changer. Alors, déjà des projets qui se font, je vais aller vite parce qu'il y a par exemple à Colombes, donc on a étudié plusieurs projets qui sont faits, un projet très intéressant qui s'est fait à Colombes, d'une rénovation de centre commercial qui a suscité la création d'un îlot quartier autour. Vous avez un exemple aussi très joli d'Etixia à Tours, où un centre commercial qui a été rattrapé. La transformation de cette zone commerciale a fait que la ville de Tours a changé, est en train de constituer un quartier dans la ville et un nouveau quartier. Ça marche des fois. Voilà. Alors naturellement, les futurs, la transformation en quartier n'est pas le seul futur des zones commerciales. Donc on a regardé. Il y a bien sûr l'accroissement en termes de commercialité, mais ce ne sera pas valable pour toutes les zones d'activité commerciale. Il y a un vrai enjeu, une vraie possibilité, c'est de transformer ces zones en plateformes logistiques, en particulier par rapport aux besoins qu'on a en logistique urbaine. C'est un processus qui est en cours aujourd'hui en région Île-de-France. Il y a la transformation en zone industrielle, et c'est un des combats qui est actuellement en Île-de-France, c'est de garder des zones commerciales pour les faire venir des nouveaux usines, parce qu'on manque de place pour installer des usines en Île-de-France. Et puis il y a aussi les transformations en zone tertiaire. Et on n'a pas eu un chiffrage complet et définitif, mais 10 à 20% vont retourner à la nature de ces zones commerciales, celles qui passent vert et sont dans le futur. Le fait de le transformer en quartier, il y a des vrais atouts de transformer ces zones d'activité commerciale. D'abord, c'est là aussi une réponse claire, simple, facile, aux réserves économiques près pour traiter le ZAN et les besoins en logement, dans les zones qui sont tendues en logement. C'est le fait qu'on va avoir des quartiers qui vont bénéficier tout de suite d'une aménité qui est fondamentale, qui est le commerce. C'est parce qu'on en a discuté avec des commerce, les propriétaires de commerce et les commerçants, de solidifier puis enfin, ça permet de mettre en place des modes de vie adaptés et en particulier des modes adaptés sur la mobilité. Ça bouge. Hein, il arrive. C'est moi qui ai fait. Quel bouton? Dites-moi quel bouton. Ah, j'appuie sur ça. Ah, je le fais bouger, ça c'est de ma faute. Voilà. Alors on a étudié le quartier du quart d'heure. Hein. Donc d'ailleurs ça fait des grands débats parce que c'est un sujet, etc. Ça nous paraît quand même finalement une solution tout à fait adaptée, en particulier pour répondre, j'aurais pas de temps de développer, à l'habitat qui était évoqué à la précédente conférence, parce que ça permet d'assurer mobilité douce. Moi, je dis toujours qu'un quartier du futur, s'il y a 1000 habitants dans un quartier, il faut qu'il y ait assez de boulangers pour pouvoir faire 1000 baguettes par jour. Sinon, les gens seront obligés de prendre une voiture pour acheter leurs baguettes. Donc, il y a des choses de ce type qui, aujourd'hui, nous ne concevons pas la ville en s'assurant que les gens ont à un quart d'heure à pied des médecins, en s'assurant qu'ils ont du pain tous les jours, des croissants, des bouchées, etc., un quart d'heure ou une demi-heure en vélo. C'est des choses qui ne sont pas dans les programmations actuelles des quartiers. Et il faut aussi pouvoir développer des aménités très bien évoquées auparavant. C'est que
qui soit, c'était la conférence précédente, désirable, agréable, qui permettent des lieux, de la sociabilité sur le sujet. Alors, je pense qu'un quartier du quart d'heure bien fait aura des rues communes. Dans le cadre de ma présentation, on m'a demandé de répondre à 2 questions. Est-ce que ça assure de la sobriété? Donc, ça assure une sobriété fondamentale. La première, la sobriété foncière. C'est une solution pour assurer et développer de la sobriété de nouvelles mobilités. Au minimum, sur les ZAC actuellement, il y a vraiment une réflexion à savoir quels vont être leurs bassins commerciaux avec les mobilités douces, parce que ça va être ce qui va être le résiduel à terme de ces zones d'activité commerciale. Et donc, c'est aussi par rapport à des nouveaux modes de vie. Alors, est-ce que c'est acceptable? Alors, on n'a pas avancé aussi bien que Rue Commune. C'est une vraie question à voir. C'est de le rendre acceptable. Il faut que je change. Alors, la première chose, je voudrais rapidement insister sur ça, ces projets sont des projets politiques. Ils traduisent une vision politique de la vie en cité. Ils traduisent des notions entre l'individuel, le collectif, le commun, le social, etc. Donc, ce ne sont pas des projets neutres, ce ne sont pas des projets techniques. Le projet de la rue commune, je pense au projet de la transformation des ZAC en quartier du quart d'heure, le projet de l'évolution des quartiers existants ne sont pas des projets techniques, c'est des projets politiques. Et ce sont des projets qui traduisent une vision de la vie politique, de la vie en société qu'on souhaite développer. Et donc, un des apports que je trouve très intéressant dans la réalisation, ce sont donc des projets à conflit politique. Parce que forcément, il y a plusieurs visions et c'est un des seuls, il y a plusieurs visions de la vie en société, de la vie en ville. Il y aura des projets politiques différents et il faut pouvoir assumer, dans le cadre de ces projets, le conflit politique et ne pas le masquer derrière des solutions dites techniques. Non, la technicité n'explique pas tout dans ces projets. Donc ça, c'est le projet politique qui est très important. Un autre point, c'est de redéfinir la multicentralité. Ça ne me paraît pas évident, dans beaucoup de villes moyennes en France, de garder le principe en disant c'est le centre-ville qui doit être l'alpha et l'oméga de la vie d'une ville. Ça me paraît être à terme une notion qui n'a... Tout le périurbain, qui représente quand même 20 à 30% des gens, là je dépasse mon temps, je le sens, 20 à 30% des gens vivent par le centre commercial. Il faut leur assurer une centralité à ce niveau-là. Et c'est bien sûr une gouvernance à faire, une gouvernance, voire une organisation à créer pour gérer ces ensembles. Et bien sûr, ça c'est le problème sur lequel tout le monde achoppe aujourd'hui, c'est que dans notre système économique, nous sommes incapables de transformer des ZAC en quartier du quart d'heure. Nous sommes incapables, nous avons des problèmes de valeur de loyer, des valeurs de rentabilité attendues, d'habitude d'opérateurs. Donc aujourd'hui, il nous faut changer fondamentalement les logiques économiques pour y arriver. Alors, il ne faut pas dire qu'il faut faire les logiques économiques pour arriver à faire les projets, c'est un mix des deux, mais il y a la nécessité de transformer les éléments. Ça me paraît être un élément qui est valable pour les 3 projets qui sont présentés. Voilà, j'ai fait un peu trop. Donc si la sobriété est un concept qui peut avoir plusieurs déclinaisons, on peut quand même y raccrocher une valeur fondamentale qui nous vient des accords de Paris, qui est le fait que pour vivre dans un monde où on respecte les limites planétaires, chaque habitant de cette planète ne doit pas émettre plus de 2 tonnes de CO2 en moyenne par an. Ça, c'est l'objectif sur lequel tout le monde a été d'accord. C'est un enjeu qui est accepté et qui reste désiré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de chemin et on n'a pas de route toute tracée pour aller vers ces 2 tonnes d'émissions moyennes par habitant. En 2022, on était à peu près à 10 tonnes en moyenne. Donc, il faudrait qu'on arrive à diviser par 5 nos émissions. En 2018, c'était 11,5. Donc il y a un progrès qui se fait dans le temps, qui est non négligeable. Mais on est encore loin de cet objectif qui est encore un petit peu holistique. Nous, la question qu'on doit se poser en tant qu'acteur de l'immobilier, c'est comment on peut participer à réduire cette émission moyenne à l'échelle de chaque Français, en tout cas dans le périmètre qui nous concerne. Et en fait, en regardant un peu de plus près, on se rend compte que le quartier a un rôle fondamental à jouer, parce que 40% des émissions des Français sont directement liées au quartier, et les 60% autres sont liés indirectement en fait, aux activités, aux services et aux usages qui tournent autour du quartier. Donc, le label BBCA, d'ailleurs, BBCA Quartier, qui est sorti il y a 2 semaines, s'est d'ailleurs penché sur la question, et a identifié plusieurs leviers qu'on verra juste après, et a fixé comme premier objectif la réduction de 2/3 de ces émissions, en disant que sur un court terme, on peut passer d'émissions directes
directement liées au quartier qui sont équivalentes à 4,5 à 1 tonne, et sur les émissions indirectes qui sont évaluées à 7 tonnes, de les réduire à 3,1 tonnes. Donc, si on fait le calcul, ça fait 4 tonnes. C'est 2 fois plus que l'objectif des accords de Paris. C'est une première étape, mais ce ne sera pas suffisant. Donc la question est de se dire comment est-ce qu'on peut travailler et qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour entrer dans un schéma qui nous emmène vers les 2 tonnes d'émissions par Français moyen. Si on regarde un peu plus dans le détail, en étant dans l'immobilier, on va tout de suite penser bâtiment. Quel est le poids du bâtiment dans les 10 tonnes de CO2 moyen en 2022 d'un Français? Eh bien, c'était à peu près équivalent à 2 tonnes. C'est 20%. C'est non négligeable, mais ce n'est pas la partie la plus importante. Surtout que, aujourd'hui, on a une nouvelle réglementation thermique qui donne une trajectoire à l'ensemble du bâtiment. Donc, on a une RE 2020 pour les bureaux, l'enseignement, les logements collectifs et les logements individuels. Et en fait, cette RE 2020, elle est composée de 4 seuils. Un seuil 2022, 2025, 2028 et 2031, qui sont de plus en plus exigeants et qui ont pour but justement d'emmener le bâtiment sur cette trajectoire de la neutralité carbone. La RE 2020, elle se base sur la stratégie nationale bas carbone qui découle notamment des accords de Paris. Et donc on peut estimer que lorsqu'on approchera du dernier seuil de 2031, en fait on aura soit des nouveaux seuils sur les prochaines années à venir, soit une nouvelle réglementation. Mais quoi qu'il arrive, la trajectoire vers la neutralité, elle est déjà à peu près tracée pour le bâtiment. Donc on se rend compte que les principaux, là où on doit porter notre attention et là où on doit prendre des actions, certes le bâtiment est là, mais ce n'est pas là où on doit agir. Le plus important, c'est surtout ce qu'on appelle les externalités du quartier. Et dans les externalités, on retrouve 4 grands chapitres. On va voir l'alimentation, les mobilités, les services et les biens. Ça représente 80% des émissions moyennes d'un Français. Et si le bâtiment, on va dire, par rapport à la stratégie nationale bas carbone, se situe en 2050 entre 0 et 1 tonne, ces mobilités qui aujourd'hui sont à 8 tonnes doivent être entre 1 et 2 tonnes. On va s'adapter en fonction de la part que le bâtiment prend. Donc en fait, on a quasiment une division par 8 à faire, ce qui paraît énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces externalités, si on doit les regrouper dans un grand chapitre, en fait, c'est nos modes de vie. Tout simplement la façon dont on se déplace dans la vie de tous les jours ou pour aller travailler, la façon dont on s'alimente, où est-ce qu'on va faire nos courses et qu'est-ce qu'on consomme et d'où provient cette nourriture. Les biens de consommation, donc tout simplement, c'est tous les petits plaisirs de la vie quotidienne, les colis Amazon que vous faites livrer ou l'artisan sur lequel vous allez acheter des produits divers. Et ensuite, tous les services que vous utilisez et qui sont disponibles là où vous vivez. Là, encore une fois, le BBCA Quartier nous donne des premières indications, notamment des leviers au niveau des aménageurs et au niveau des collectivités, qu'on peut appliquer sur 2 grands cas de figure. Le premier cas, c'est bien évidemment les quartiers neufs. Et j'ai envie de dire c'est le plus facile parce que généralement, on part de zéro, d'un terrain plat. Et en fait, on a tout le quartier à imaginer et tout le quartier à construire. Et donc, le quartier neuf peut prendre ce schéma des 2 tonnes via, bien entendu, une programmation sur mesure et réfléchie dans une optique d'un quartier bas carbone, via l'insertion dans le territoire en apportant les services et les usages qu'il manque, par exemple, ou qui sont complémentaires à ceux qui existent déjà. Une performance énergie carbone qui va se vouloir via la réglementation de plus en plus exigeante. Une mixité sociale équilibrée. Et ça, c'est un enjeu important du quartier bas carbone de demain. C'est qu'on sait que certaines personnes émettront moins d'émissions de par leur mode de vie et compenseront de facto ceux qui ont des modes de vie ou une façon de faire qui émet un petit peu plus. Et ensuite, le cœur du sujet, c'est que chaque quartier neuf devra mettre en place en fait sa propre stratégie de neutralité en fonction de son contexte et de comment il est composé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde les quartiers neufs, on se situe à peu près à 6,5 ou 8 tonnes de CO2 moyen par habitant, ou par usager, pardon, ce qui est mieux que la moyenne nationale, mais ce qui est clairement insuffisant par rapport aux 2 tonnes qui est l'objectif. Donc, un quartier neuf aujourd'hui, c'est entre 6,5 et 8 tonnes. En 2050, comment est-ce qu'on amène ce quartier neuf à 2 tonnes? En fait, c'est tout simplement via la construction d'une feuille de route et d'amélioration continue dans le temps pour lui permettre de réduire au fur et à mesure les émissions moyennes des usagers de ce quartier. Le deuxième gros sujet, qui est le véritable enjeu aujourd'hui des villes, c'est bien entendu tous les quartiers existants. Il faut savoir que 80% des quartiers de 2050 existent aujourd'hui, et aujourd'hui, une ville ne pourra pas prétendre être une ville bas carbone si elle ne traite pas le sujet des quartiers bas carbone.
avec l'ensemble des défis que cela impose, parce que forcément, on doit faire avec de l'existant, et les contraintes qui y sont liées. Et ces contraintes, on a notamment la multiplicité des acteurs, que ce soit les propriétaires, les syndics de copropriété, les commerces, les grands acteurs privés, les bureaux. L'idée, ça va être de travailler avec l'ensemble de ces gens-là pour voir comment est-ce qu'on peut transformer le quartier en quartier bas carbone. Une performance énergétique qui, aujourd'hui, dans la rénovation, est beaucoup plus complexe à achever que dans le neuf, forcément. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à associer cette performance énergétique et à l'adapter aux enjeux bas carbone. Une économie de la rénovation qui, aujourd'hui, est compliquée. Donc, comment est-ce qu'on réinvente un peu ce que disait Hervé au niveau de la réhabilitation des actes, comment est-ce qu'on réinvente un petit peu l'économie de la rénovation pour l'adapter à des objectifs ambitieux d'un point de vue émissions carbone. Et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à créer au niveau de ces quartiers existants des infrastructures qui manquent et qui sont adaptées au mode de vie des futurs usagers pour leur permettre de vivre dans des quartiers bas carbone. On parle souvent de, je me raccroche à ce quartier des 2 tonnes. Donc la véritable question, c'est comment est-ce qu'on fait à l'échelle de ces quartiers. Si on a à peu près une vision sur les enjeux techniques, sur le bâtiment, sur l'ensemble des autres sujets, les externalités, et notamment les modes de vie, aujourd'hui, on se pose beaucoup la question. Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un ait la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même identifié des conditions de réussite. Et ces conditions de réussite, elles sont au nombre de 5. Il s'agit tout d'abord d'un projet politique. En effet, transformer un quartier, qu'il soit juste sorti de terre, un quartier neuf ou un quartier qui existe déjà, ça va se faire sur le long terme et ça va demander un engagement de la part des mairies, des collectivités et des territoires. Et qui dit engagement politique veut dire aussi participation citoyenne. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde est prêt à vivre dans un quartier, ce qu'on appelle un quartier bas carbone 2 tonnes? Est-ce qu'on est prêt à modifier nos modes de vie pour être justement dans une optique faiblement carbonée? Est-ce qu'on est capable de modifier la façon dont on s'alimente? Est-ce qu'on est capable de modifier la façon dont on se déplace? Là, l'enjeu, il est là. Ça va demander aussi une démarche technique qui est solide. Alors aujourd'hui, on a des outils qui commencent à sortir. On a la démarche quartier énergie carbone et on a l'outil Urban Print qui nous permet, dès la conception, très en amont au niveau de la programmation, d'identifier les grands postes émetteurs de carbone sur, que ce soit bâtiment, mais aussi sur l'ensemble des facteurs qui impactent nos modes de vie. Et via la conception et la programmation, on est capable d'avoir une sensibilité sur l'impact que ça va avoir sur les émissions carbone des usagers du quartier. Ça va forcément demander une nouvelle économie, on en a parlé juste avant, l'économie de la rénovation. Et surtout, ça va demander de repenser nos modes de vie, l'art de vivre en quartier. Ça va être quelle est la place de la rue dans le quartier, donc je rebondis sur la rue commune. Ça va être comment est-ce que je peux prendre ce concept du quartier du quart d'heure et l'adapter à mon quartier existant pour le transformer et faire en sorte que les habitants et l'ensemble des usages et des services à proximité, de façon à pouvoir réduire leur empreinte carbone. Ça, c'est des questions qui sont ouvertes et auxquelles il va falloir travailler. Et du coup, j'en profite, au même titre qu'on a fait un groupe de travail sur la réhabilitation des actes, on va lancer à partir de janvier un groupe de travail justement sur toute cette question de gouvernance du quartier bas carbone et de dire, en gros, quelles sont les conditions de réussite et qu'est-ce qu'il faut mettre en place à l'échelle des territoires, des aménageurs, des bailleurs, des collectivités, pour tendre en 2050 vers des quartiers à 2 tonnes, ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire et on a un petit peu de mal à se projeter dans le temps. Donc j'en profite aussi pour faire un appel à manifestation. Si il y a des gens qui sont intéressés pour rejoindre ce groupe de travail et pour réfléchir avec nous à la question justement de la gouvernance des quartiers bas carbone, n'hésitez pas à venir nous voir. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous intégrera dans ce groupe de réflexion. Et quoi qu'il arrive, on vous donne rendez-vous dans 1 an. L'idée, c'est de faire un groupe de travail sur 1 an et de venir au prochain CIMI avec les réponses aux questions qu'on a posées aujourd'hui et sur lesquelles on a envie de travailler pour essayer de faire avancer le sujet du quartier bas carbone. Merci. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit plusieurs fois là. Donc on pense qu'il y a des redirections qui existent. Vous en avez donné quelques exemples. Voilà. Elles apportent des solutions pérennes de sobriété parce qu'elles recréent des imaginaires, elles recréent de nouveaux modes de fonctionnement tous ensemble et que sans ça, ça ne pourra pas être pérenne. Que ce sont des projets politiques dans le sens de la vie de la cité. Hervé l'a bien évoqué tout à l'heure. Des modes de décision à créer. Et donc là, on ne veut pas être tout seul à faire des modes de décision, d'où l'appel à manifestation d'intérêt de Arnaud tout de suite.
C'est des questions nouvelles d'économie à faire émerger. Donc là aussi, on doit être plusieurs disciplines à se retrouver autour d'une même table pour réfléchir à ces questions. Sinon, on risque d'avoir une solution trop technocentrée ou trop environnementaux-centrée et pas assez politico-centrée, etc. etc. Voilà. Non, moi je vais rebondir. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, parce qu'il nous reste 3 minutes. On a eu un timing parfait. On a eu un peu peur au démarrage, qu'on avait quand même 100 slides à vous présenter. 3 sujets très très riches. Donc on craignait, mais je crois qu'on vous a apporté beaucoup d'éléments dans cette heure de conférence. Moi, je vais juste reciter tout à l'heure Michael Dandrieux, qui est intervenu avec nous à la précédente conférence, nous a dit « La ville produit le destin de l'humanité ». Alors, c'est beaucoup, c'est une phrase qui est un peu peut-être ronflante, tout ça. Et si notre destin de l'humanité, il est lié à ces 2 tonnes, ben finalement, il n'a peut-être pas tort que la ville produit le destin de l'humanité. Et donc, on travaille collectivement sur ces 2 tonnes. On n'arrivera peut-être pas à faire complètement les 2 tonnes, on n'aura peut-être que 4 tonnes. Et donc, ça veut bien dire qu'il faut qu'on s'aide tous à faire ces 2 ou ces 4. Et si c'est que 4, ben, ce sera que 4. Et que par ailleurs, on va travailler ensemble à s'adapter pour vivre ensemble sur cette terre qui est peut-être un peu malade, mais qui sera peut-être moins malade si on s'y met tous collectivement. Donc, je pense qu'on va arrêter là cette conférence. Je pense qu'il y a un éternel souhait, c'est de supprimer les métropoles. Hein. Donc il y a régulièrement des textes en disant qu'il faut abandonner les métropoles, etc. Sauf que depuis que l'humanité est là, les métropoles existent de plus en plus, sont de plus en plus importantes. Donc je considère que anthropologiquement, les métropoles répondent à une nécessité. Et après, vous avez un contre-exemple. Alors, on n'a pas complètement le bilan carbone, mais on a un contre-exemple de mode de vie différent, c'est Tokyo. Vous avez à la fois la notion de grande métropole et puis vous avez des notions de village. Les gens habitent dans des quartiers-villages sur le sujet. Donc on doit, à mon avis, recréer des métropoles qui ont certains... Je ne crois pas du tout, moi, au mythe de la fin des métropoles. Ça, par contre, je suis très dubitatif. Moi, je pense que déjà, il y a 99% des gens qui n'ont pas compris ce qui est en train de se passer, et notamment quand on parle des accords de Paris, on va passer de 11 tonnes à 2 tonnes. Je pense que les gens n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Les gens habitent en ville, et par contre, ils ont une certitude, c'est que par Internet, par ce téléphone-là, par tout ce qu'on a entre nous, la géographie urbaine, ils ne la voient plus, ils ne la comprennent plus comme on l'a appris et comme on l'a vécu avant. Donc en fait, l'idée du centre est en train de disparaître, je pense, dans l'idée que ça devient totalement polycentrique, avec des centres virtuels. Et donc l'idée... Parce que c'est Internet qui nous a créé ça, l'idée d'habiter un lieu, mais en même temps de pouvoir être un peu partout, est déjà ancrée dans les métropolitains de demain. C'est déjà quelque chose qui est placé dedans. Donc la vraie question, c'est le lieu. C'est où est-ce que je suis, à quel moment je suis, et je me sens appartenir à un groupe plus ou moins grand, d'un quartier, d'une ville. Avant, il y avait le clocher. Bon, maintenant, il n'y a plus le clocher. Mais c'est plutôt ce lieu. Comment il se définit et je pense que c'est cette taille de lieu qui va définir la polycentralité en fait, des villes. Mais en effet, je ne crois pas que les villes vont mourir, elles vont continuer, mais elles vont se transformer sur elles-mêmes et ces échelles de lieux vont varier selon les régions géographiques, selon les climats aussi beaucoup. Ah mais alors, c'est là où je pense que 99% n'ont pas compris un truc, c'est qu'on va passer d'une hypermobilité, où en fait on avait une vision et un espace, un bassin de vie qui était très large, à finalement une hypomobilité qui va resserrer tout l'espace géographique dans lequel on est. Donc bon, bah voilà, c'est vous l'avez lu dans la presse, on n'ira plus en vacances en Espagne, mais on ira dans le Massif central et ainsi de suite. Donc on va toujours utiliser la voiture, mais on va resserrer nos espaces de déplacement. Je pense que... Et ainsi de suite. Mais la voiture ne va pas disparaître en tant que telle. Elle va s'utiliser différemment et il y a quelque chose qui va apparaître naturellement, c'est le partage. Elle va se partager. C'est un truc qui est trop génial pour qu'elle disparaisse. J'y crois pas à la disparition de la voiture, moi. Je pense aussi, c'est que, comme tu disais, que
personne ne réalisait 2 tonnes. Moi, je ne sais pas réaliser 2 tonnes. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que 2 tonnes. Et je pense aussi, c'est qu'on dit tous, tout le monde nous dit, il n'y aura plus de voitures. Et moi, tripalement, je dis, non, c'est pas possible. Alors, je vous refais la Bretagne. Vivre sans voiture en Bretagne, c'est impossible. Hein. Je peux vous dire, c'est impossible. Mais donc on voit bien qu'il y a un écart entre l'impulsion rationnelle qu'on nous dit, plus de voitures, et le sensoriel. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, que je trouve important avec Rue Commune et tout ça, c'est qu'on doit inventer des organisations, des processus qui aillent au-delà de la simplement même démocratie. Quand on dit démocratie et participation, je suis toujours un peu gêné par ça. C'est qu'on doit inventer des qui permettent collectivement, dans un collectif à définir, selon des choix politiques, est-ce qu'il y a plus ou moins d'individualité, d'apporter des réponses à ces questions. Il faut les traiter, ces questions, et on doit aujourd'hui inventer les moyens de les traiter. On voit bien que, par exemple, on a un problème avec la démocratie représentative. Et on a eu le Conseil sur le climat. Est-ce qu'il faut faire la même chose, par exemple, moi je pense dans les quartiers, est-ce qu'il faut réinventer des logiques de quartier, des décisions qui sont faites au niveau des quartiers, la gestion de ces rues communes, est-ce qu'elle doit être par la mairie, est-ce qu'elle doit être avec une interface de comité, etc. Toutes ces questions-là, il faut les traiter, les expérimenter. Et il y a ce travail-là, parce que sinon on aura des blocages, typiquement le blocage gilet jaune. Voilà. Mais là-dessus, 2 tonnes, c'est très clairement, on mange que des patates et des poireaux. Et des fois des pommes. Donc, si on attaque et on explique dans un... Ouais, c'est ça. Donc, il y a moins de viande et on n'a que, en hiver, un bassin de vie. Non, mais on démoralise pas, mais on va se retrouver quand même à plus du tout manger avec des produits qui viennent des 4 coins du monde, et on va rester sur une aire géographique qui va être européenne, aux limites de la Méditerranée. Les régulations se font par le prix. Exactement. Voilà. Donc, voilà. Et donc, si on attaque par ça, c'est de la réduction de plaisir, donc il faut inventer d'autres plaisirs. Et c'est dans cette émotion, la rue commune, nous, ce qu'on cherche, c'est à créer les conditions de retrouver la possibilité d'autres émotions, d'autres manières de faire, finalement, qui se compléteront par ces petits plaisirs qui étaient peut-être normalisés avant, qui étaient grands, et qui vont venir s'ajouter. Les initiatives, les meilleures initiatives, c'est en Amérique du Nord. Il suffit de voir ce qui s'est fait à Détroit, ce qui s'est fait en Amérique du Sud. Et en fait, les rues communes, elles existent déjà là. L'exemple de Barcelone. Oui, alors Barcelone, c'est très particulier parce que Barcelone a toujours eu cette culture participative. Quand on a connu Franco, après, d'un seul coup, on aime bien être ensemble. Donc, ils ont eu une rupture qui a très clairement fait que la participation citoyenne, elle a été naturelle. Mais dans les pays où il y a eu des crises et des ruptures, là, ils ont renouvelé leur participation et ils ont su réinventer des modèles que nous, on propose dans la rue commune. Mais nous, ce qu'on propose, c'est que la rue commune, elle rentre plutôt dans une étape de transition, dans un état où les choses se font naturellement. On ne va pas attendre qu'il y ait une guerre ou une crise pour faire des rues communes. C'est ça la logique. Complètement. Non, mais en fait, cette idée-là, elle est née pendant le Covid. Je le garde. Vas-y. Moi, je propose qu'on continue éventuellement de discuter après. Oui, il va falloir qu'on libère. Il est 18h07. Donc, merci à tous les trois de vos interventions. Merci à tous d'être venus. Juste un dernier slide. Voilà. Si vous voulez nous retrouver demain, on parlera encore des quartiers, des territoires au City by Simi à 11h. Donc au 4e étage, et on parlera carbone, biodiversité et santé, parce que comme je le disais, il nous semble qu'il faut traiter plusieurs sujets et pas être monocentré sur le sujet. Merci à tous.